On a essentiellement commencé l'épisode précédent en 1867, avec la création de la Fédération canadienne moderne et l'attribution de compétences sur le droit d'auteur au gouvernement fédéral. Mais si la loi reconnaît la capacité d'exercer un pouvoir sur une chose, c'est que la chose existe déjà et occupe déjà une place importante dans la culture de son peuple. Alors, dans cet épisode, on va justement parler de culture. Parce que la loi sur le droit d'auteur, c'est d'abord un outil qu'on s'est donné pour protéger ce qu'on considère qui a de l'importance dans la création culturelle. Je m'appelle Farnel Morisset. La loi sur le droit d'auteur du Canada fête ses 100 ans en 2024 et dans cet épisode, à l'initiative de Copybec, on va regarder l'histoire de notre loi et le droit d'auteur sous l'angle de la culture et du rôle social qu'il donne aux auteurs, artistes et créateurs. Les principes sur lesquels la loi sur le droit d'auteur s'appuie sont des principes qui sont certainement pas tombés du ciel avec l'entrée en vigueur de la loi en 1924. Pour comprendre comment on s'est rendu là, il faut remonter beaucoup plus loin. J'ai commencé à en allant prendre un café avec mon ancien professeur de propriété intellectuelle, le professeur Pierre-Emmanuel Moïse de l'Université McGill, pour lui proposer l'idée que le droit d'auteur soit né avec la presse à caractère mobile de Johannes Gutenberg, vers le milieu du 15e siècle. Avant Gutenberg, un livre pouvait prendre des mois ou même des années à reproduire. En termes modernes, on parlerait peut-être de l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de dollars en argent d'aujourd'hui. La valeur d'un livre était dans son existence physique. Avec des coûts de production si élevés pour son contenant, on ne se soucie pas trop du coût de production de son contenu. Mais avec la presse à caractère mobile de Gutenberg, la majorité du coût du livre, et donc de sa valeur, était plus dans sa forme physique, mais pour la première fois dans son contenu. Bonjour, professeur. Écoutons ce que le professeur Moïse avait à me dire là-dessus. Ça va bien? Content de te voir. Je suis honoré. Il n'y a aucun doute que l'histoire du droit d'auteur, c'est l'histoire de l'économie et du marché du livre. Donc, avant qu'il y ait un mécanisme de reproduction efficace qui est arrivé avec la presse, il y avait très peu de nécessité de contrôler la multiplication et l'exploitation des livres. Et donc, très vite, avec les discours sur, l'appréhension économique du marché du livre, eh bien, on est arrivé très vite à s'interroger sur la place de l'auteur, l'origine même du caractère profitable du livre, qui n'est pas dans le papier, mais qui est dans l'œuvre. Eh bien, on est venu à s'interroger sur la place de l'auteur par rapport à l'imprimeur. Imaginez-vous être au 16e ou au 17e siècle, dans une société qui comprend la propriété comme étant quelque chose qui s'applique juste sur les choses physiques, mais sentir que quelque chose d'injuste de prendre les mots d'une personne et les revendre sans compensation. Sur quelle base vous vous appuyez pour développer l'idée du droit d'auteur? J'ai aussi demandé au professeur Moïse. Je pense que pour simplifier, on peut en voir deux. Le premier, c'est un fondement humaniste qui provient de l'âge des Lumières. Donc on est centré sur la personne du créateur. Et là, on fait l'adéquation entre la propriété de son corps, inviolable, et la propriété des fruits de son esprit. Alors l'idée principale, c'est la reconnaissance du droit fondamental de l'auteur à obtenir une protection pour sa création. Ça, c'est la base philosophique qui va pas forcément se transposer dans la législation, mais qui a une influence très prenante, principalement en Europe. Et l'autre aspect, l'autre volet, c'est la découverte du marché, c'est la découverte du marché du livre. Donc on est sur des axes beaucoup plus économiques et on est sur la nécessité d'avoir un droit qui va se transmettre et qui va se traduire par des parts de marché et donc des protections purement commerciales sur le marché du livre. C'est dans ce contexte culturel qu'en 1710, le Parlement britannique adopte ce qui sera plus tard souvent considéré comme la première loi au monde sur le droit d'auteur moderne, le statut d'Anne.
Avant cette loi, c'est la Guilde d'imprimeurs et libraires de la Grande-Bretagne qui détient le monopole sur l'impression des livres à travers le pays. Le statut d'Anne change radicalement l'ordre établi en reconnaissant un droit préalable des auteurs. L'idée du droit d'auteur contrôlé par le créateur original d'une œuvre devient vite populaire auprès des artistes à travers l'Europe. En France, la couronne fait sourde oreille aux demandes pour une loi similaire. Alors c'est les artistes qui s'organisent. Au 18e siècle, en France, des auteurs et des dramaturges s'unissent pour protéger ensemble leurs droits et s'assurer qu'ils sont payés pour les représentations de leurs œuvres, formant en quelque sorte la première société de gestion collective du droit d'auteur. On va revenir sur ce modèle. Mais c'est juste avec la Révolution française, quand la couronne de France s'entête trop peu, que les premières lois sur le droit d'auteur seront adoptées en France. Le célèbre auteur Victor Hugo, très actif dans le développement du droit d'auteur en France, ira jusqu'à dire « Toutes les vieilles législations monarchiques ont nié et nient encore la propriété littéraire. Dans quel but? Dans un but d'asservissement. L'écrivain propriétaire, c'est l'écrivain libre. Lui ôter la propriété, c'est lui ôter l'indépendance. » En 1883, Hugo préside une conférence dans une ville suisse où les participants adoptent les principes d'un régime international de droit d'auteur. On y jette les bases du droit d'auteur contemporain, encore essentiellement en vigueur aujourd'hui. 3 ans plus tard, 1 an après la mort d'Hugo, 10 pays mettront leur signature à l'entente, qui va porter le nom de la ville suisse où elle a été développée, la Convention de Berne. C'est la même convention qui marquerait plus tard le début de l'évolution du Canada, distinct du Royaume-Uni, avec l'adoption de la loi sur le droit d'auteur en 1924 en tant que membre autonome de la Convention. Fort de leur nouvelle protection avec la loi sur le droit d'auteur en 1924, c'est pas les auteurs ou les dramaturges, mais plutôt les créateurs de musique qui s'organisent en premier au Canada. C'est à peine 1 an plus tard, en 1925, qu'ils vont mettre sur pied la première société de gestion collective du droit d'auteur, organisme qui deviendra éventuellement la SOCAN d'aujourd'hui. Pour comprendre c'est quoi une société de gestion collective des droits d'auteur, je suis allé parler avec Gilles Herman, près de ses bureaux dans le Vieux-Québec. Gilles Herman est un ancien président de Copybec, organisation québécoise à but non lucratif spécialisée en gestion des droits d'auteur et la seule entité de gestion collective des œuvres écrites et publiées au Québec. Et aussi, il faut le dire, à l'origine de cette série de balados. On a créé des sociétés de gestion collective, donc un organisme sans but lucratif qui regroupe l'ensemble des ayants droit et qui va donc contracter des licences avec les utilisateurs pour faciliter la collecte et le partage de ces sommes-là. C'est vraiment des choses qui ne font sens que dans le collectif, puisque dans l'individuel, ce seraient des opérations bien très compliquées, donc qui ne se feront pas. Sans les sociétés de gestion collective, par exemple, une station de radio devrait négocier avec chaque ayant droit de chaque chanson individuellement pour la jouer à la radio. Ça serait ingérable et, en pratique, un assez gros frein au partage de la culture. Dès leur première année, ces sociétés dans le domaine de la musique ont un succès énorme, au point où le gouvernement canadien crée un tribunal spécialisé qui s'appelle aujourd'hui la Commission du droit d'auteur du Canada. Je me suis assis, le temps d'un café à Montréal, avec Luc Martineau, juge à la retraite de la Cour fédérale et président de la commission, pour en savoir plus. Au départ, la commission a été créée en 1936 à la suite d'une décision ministérielle qui avait commencé à exercer un contrôle au point de vue de la concurrence. On craignait à l'époque le pouvoir des monopoles des sociétés de gestion collective. Et la commission, au départ, a été créée pour assurer, ça a toujours été la politique au Canada, d'établir un équilibre entre les utilisateurs et le droit du public d'avoir et de bénéficier de la créativité que peuvent offrir les artistes, les créateurs, les artisans qui créent des œuvres en vertu de du droit d'auteur, mais en même temps d'établir un équilibre avec
leur droit à une rémunération, une juste récompense. On peut voir ici que les mêmes tensions qui datent de la naissance du droit d'auteur, celles qui ont opposé les auteurs aux imprimeurs en Grande-Bretagne et les dramaturges aux producteurs de théâtre en France, se retrouvent de notre bord de l'Atlantique. Et même avec l'implication du gouvernement, dès 1936, la lutte pour l'équilibre des pouvoirs entre les créateurs et l'industrie était loin d'être réglée. Peut-être même que parler de régler cette tension, c'est impossible. La création d'œuvres culturelles est un enjeu avec plein d'intérêts différents, souvent contradictoires, qui ont chacun besoin d'exister ensemble dans une société moderne. On ne pourrait pas en parler sans souligner le dur rappel que Luc Plamondon en a fait en 1983, quand l'auteur-compositeur, connu à l'international pour ses chansons et pour la comédie musicale Starmania, s'est emparé de son micro après avoir gagné le Félix de la chanson de l'année. Et moi, je voudrais profiter de l'occasion, au nom des auteurs-compositeurs du Québec, pour dire à tous les producteurs de spectacles qui sont réunis ce soir ici, qu'on a trouvé votre attitude absolument révoltante lors des audiences devant le tribunal d'appel du droit d'auteur en février dernier. Quand le président de la DISC, qui est assis ici à côté du ministre des Affaires culturelles, ose écrire une lettre contre les créateurs, disant qu'on va jeter l'industrie du spectacle par terre si on gagne les droits d'auteur, je trouve ça scandaleux, scandaleux. On va le gagner, notre combat, on va mettre 5 ans, on va mettre 10 ans, mais on va le gagner. On est la matière première de votre industrie n'existerait pas s'il n'y avait pas des chansons, s'il n'y avait pas des auteurs-compositeurs derrière. Et merci à M. Francis Fox pour le support qu'il nous accorde à Ottawa pour obtenir une nouvelle loi du droit d'auteur. Puis s'il vous plaît, dépêchez-vous de la passer pendant que vous êtes encore là. Les revendications de Luc Plamondon n'auraient pas été déplacées venant des dramaturges français du 18e siècle. Il demandait essentiellement que les auteurs, écrivains, compositeurs et les autres créateurs à la base de l'industrie culturelle soient mieux protégés. Il appelait au respect des artistes dans la création culturelle, l'idéal même des fondements de la loi sur le droit d'auteur. La prise de parole de Luc Plamondon aura eu son effet voulu. À la fin des années 1980, une grande réforme de la loi sur le droit d'auteur aura lieu pour simplifier son application et renforcer sa protection des artistes. Pour plusieurs écrivains, artistes, musiciens et créateurs, le droit d'auteur reste un sujet toujours présent. J'en ai parlé avec l'écrivain et professeur de littérature française à l'Université McGill, Alain Farah, pendant le Festival du livre de Paris de 2024. Je pense que c'est quelque chose dont on prend conscience assez tôt à partir du moment où on se met à l'écriture, c'est-à-dire que on est dans un régime, en fait, qui nous donne les moyens, si on veut, d'être propriétaire de nos droits d'auteur. Donc, on en a une sorte de conscience. Moi, j'ai une conscience que j'ai eue très tôt, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il fallait protéger jusqu'à un certain point. Et puis, c'est quelque chose qui a un certain sens symbolique, d'abord, le fait qu'on peut savoir, si on veut, la paternité ou la maternité d'une œuvre, mais c'est quelque chose qui prend un sens beaucoup plus concret à partir du moment où on arrive à vendre nos livres selon un certain volume et tout ça. Ça a des vraies conséquences, là, c'est-à-dire en termes de revenus, en termes de gestion, en termes fiscaux, tout ça. Donc ça veut dire plein de choses pour moi. On a beaucoup parlé de l'Europe quand c'était le temps de parler des origines du droit d'auteur. Mais si on parle des influences sur le développement des équilibres culturels au Canada, on ne peut pas éviter de parler de l'éléphant dans la pièce, les États-Unis. Et c'est le temps qu'on en parle. Les États-Unis ont un point d'équilibre social assez différent du nôtre. C'est pas tant surprenant. Fondamentalement, un droit d'auteur, c'est aussi un monopole en faveur du créateur sur son œuvre qui en limite l'utilisation par d'autres personnes. Et les États-Unis sont très réticents à limiter les droits d'expression de qui que ce soit. Ça se reflète dans l'évolution d'un principe d'origine typiquement états-unien, le fair use, qui devient au Canada l'utilisation équitable. En gros, c'est l'idée que malgré le droit d'auteur du créateur d'une œuvre, le public ne devrait pas être empêché de l'utiliser à certaines fins pour le bien social, comme l'éducation, la critique ou la transformation artistique.
Après tout, c'est assez difficile de débattre librement d'une idée en public s'il faut la permission de celui dont on veut reprendre les mots. Mais malgré les intentions nobles de protéger la liberté d'expression, l'idée reste controversée au Canada. Pourquoi pas simplement permettre ce genre d'utilisation librement? J'ai posé la question à plusieurs acteurs différents dans le monde du droit d'auteur. J'ai commencé par en parler par visioconférence avec Ronnie Levy, ancienne PDG d'Access Copyright, une société de gestion des droits d'auteur pour la reproduction des livres anglophones au Canada. Nous ne demandons pas à ceux qui fabriquent des bureaux ou déneigent les terrains d'école de travailler gratuitement. Et le même principe s'applique aux créateurs de contenu intellectuel. Les créateurs dépendent des revenus tirés de leurs œuvres pour continuer à produire de nouveaux contenus. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, rendre les œuvres accessibles gratuitement, sans protection du droit d'auteur, réduit en bout de ligne la quantité et la qualité du contenu des œuvres créatives disponibles au public. Gilles Herman, ancien président de Copybec, voit les choses dans le même sens et ajoute: le bien de la société a le dos large. Moi, la journée où les professeurs feront leur travail pour le bien de la société sans être payés, la journée où la cantine de l'université sera gratuite et où le concierge qui balaie le plancher ne sera pas payé, on pourra mieux en reparler pour le bien de la société. Bon, je fais des farces, mais évidemment, on comprend qu'un créateur doit vivre de son travail. Tout le monde doit vivre de son travail. C'est inscrit dans les droits de l'homme. Le droit de vivre de son travail, ça vaut aussi pour les créateurs. Donc, il n'y a aucune raison que les créateurs, eux autres, devraient travailler pour le bien de la société. Les médecins travaillent pour les biens de la société et pourtant, ils sont parmi les mieux payés de notre système. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir ces exceptions-là. Maintenant, il faut comprendre que le droit d'auteur, c'est pas là pour mettre des barrières à la diffusion. C'est juste pour s'entendre sur une juste rémunération. Mais évidemment que les créatrices et créateurs, leur plus grand désir, c'est que leurs œuvres soient diffusées, soient écoutées, soient lues. L'idée, c'est pas tout simplement de verrouiller des œuvres, les mettre dans un coffre puis dire on n'y touche plus pendant 75 ans, pendant 100 ans. Mais l'idée, c'est juste de s'entendre d'un point de vue sociétal sur une juste rémunération des ayants droit. L'utilisation équitable est plus développée aux États-Unis. Mais des éléments du principe se retrouvent dans la loi sur le droit d'auteur depuis son adoption en 1924. Au Canada, l'exception s'est développée à travers le temps, mais a historiquement été limitée à des exceptions comme des copies et diffusions faites à des fins de recherche ou d'études privées. Mais en 2012, la loi sur le droit d'auteur a été modifiée. Dorénavant, il serait permis de faire des copies et diffusions d'œuvres aussi à des fins de satire et de parodie, qu'on pourrait voir comme juste une expansion de la protection de la critique. Mais aussi, plus important, on y ajoute une exception permettant de faire des copies et diffusions sans permission à des fins d'éducation, pas juste de recherche personnelle. On se rapproche ici des standards des États-Unis, qui permettaient explicitement cette exception depuis 1976. Il faut dire qu'entre 1976 et 2012, l'enjeu était plus le même. On parle de la différence entre une photocopieuse qui reproduit quelques pages à la fois et un PDF qui peut être envoyé par courriel à des centaines de personnes en quelques secondes. Ce changement vient à un moment difficile pour les sociétés de gestion collective des droits d'auteur. Un an plus tôt, en 2011, l'Université York à Toronto avait bouleversé l'industrie. L'entente de l'Université York avec Access Copyright donnait à l'université accès à l'ensemble des œuvres du catalogue d'Access Copyright, pratiquement tous les livres anglophones disponibles au Canada. En 2011, l'université a refusé de renouveler l'entente et a pris la position qu'en tant que société de gestion, Access Copyright possédait pas elle-même les droits d'auteur des œuvres dans son catalogue. Et donc, que si l'université violait les droits d'auteur des œuvres qu'elle utilisait, c'était aux auteurs, individuellement, d'intenter leur poursuite contre l'université. Peut-être voyant le changement à la loi à venir qui créerait une exception aux droits d'auteur pour l'usage à des fins d'éducation au sens large, l'université a aussi pris la position que tout son usage d'œuvres faisait exception aux droits d'auteur. En plus des millions dans la balance, c'était tout le système de gestion collectif du droit d'auteur qui était en jeu. Exiger que chaque auteur défende son droit d'auteur individuellement plutôt que collectivement ferait qu'en pratique, presque aucun auteur aurait les moyens de le faire. La cause s'est rendue jusqu'en Cour suprême. Et ça a pris 10 ans à avoir une décision finale. En juillet 2021, la Cour tranche contre Access Copyright. On peut l'imaginer, Access Copyright est loin d'être satisfaite de la décision. Écoutons Ronnie Levy, ancienne PDG d'Access Copyright.
Cela sape le travail des sociétés de gestion collective comme Access Copyright et le rôle de la Commission du droit d'auteur, en disant effectivement que les tarifs soient volontaires et non exécutoires. Le régime canadien de gestion collective des droits d'auteur a évolué au fil des décennies pour fournir un système efficace, garantissant une rémunération équitable aux créateurs et protégeant le public. La décision de la Cour suprême a sapé ce système d'un coup de plume. Selon Christian Laforce, directeur général de Copybec, le gouvernement fédéral devrait agir. On n'a pas promis de véritables réformes jusqu'à maintenant, sauf qu'on a eu certaines indications, comme dans le budget 2022, ils avaient mentionné comme de quoi il y aurait une rémunération équitable pour les créateurs. Fait que ça, basé là-dessus, on était très contents d'avoir ça. Mais après le budget, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a eu dans les rencontres qu'on a avec les fonctionnaires, les sous-ministres, oui, tout le monde est à la même enseigne que nous. Oui, il faut une réforme, mais justement, on se dit ça, mais il n'y a pas rien qui monte plus haut ou encore au bureau du premier ministre disant que oui, je vous donne le go, puis vous allez avoir la réforme. Mais on n'est pas encore là. Bref, pour l'instant au moins, le recul de la protection par les sociétés de gestion collective représente un retour en arrière des principes mis sur pied en France au 18e siècle. Depuis, la plupart des universités du Canada ont emboîté le pas de l'Université York et ne payent plus leurs droits d'auteur à Access Copyright. De leur côté, les universités québécoises ont décidé de continuer à les reconnaître et à les payer à Copybec. Christian Laforce de Copybec explique pourquoi la situation est différente au Québec. Mais au Québec, contrairement au reste du Canada, il y a un souci pour le gouvernement du Québec de soutenir la création, ce qui permet aux professeurs, au personnel enseignant d'utiliser les œuvres dans les limites de nos licences. La décision date d'il y a 3 ans et son effet sur le développement futur des relations culturelles dans le droit d'auteur entre les créateurs et les institutions qui utilisent leurs œuvres est encore incertain. Bonjour, Mme Karine Vachon. Pour avoir une meilleure idée de l'ampleur de l'enjeu dans l'industrie du livre, j'en ai parlé avec Karine Vachon, directrice générale de l'Association nationale des éditeurs de livres. Les modifications de la loi 2012 sur le droit d'auteur ont intégré finalement des exceptions et des imprécisions dans la loi sur le droit d'auteur qui font en sorte qu'aujourd'hui, la loi canadienne sur le droit d'auteur jouit d'une mauvaise réputation à l'international puisqu'elle permet des interprétations qui font en sorte que certaines utilisations d'œuvres sont faites sans être accompagnées d'une rémunération. Kate Edwards, PDG d'Access Copyright, y voit même une source de désalignement important avec les États-Unis, pourtant pionniers des principes d'usage équitable. Les droits des créateurs respectés par d'autres pays ne sont pas respectés ici, ce qui fait qu'on détonne sur la scène internationale. Par exemple, le Canada a souvent été placé par les États-Unis sur la liste de pays qui ont des droits de propriété intellectuelle inadéquats. C'est inquiétant et c'est quelque chose qui devrait être réglé. Ici, j'aimerais terminer avec une réflexion. Ce serait facile de croire que l'évolution de la loi sur le droit d'auteur a suivi un parcours tracé d'avance. Mais le développement du droit d'auteur n'était pas écrit dans le ciel et son chemin n'était pas prévisible. La reconnaissance des créateurs, c'est un choix social, pas un résultat inévitable. Si, à ce jour, on attribue à Homère l'épopée grecque l'Iliade, écrite il y a 2800 ans, mais on a oublié le nom de l'auteur de l'épopée anglo-saxonne Beowulf en à peine 1000 ans, c'est au moins en partie parce que, dans les différentes cultures de leur société, la place donnée aux artistes était différente. Les Grecs de l'Antiquité étaient une civilisation florissante, avec une tradition littéraire bien établie, et vénéraient leurs grands artistes au point d'en faire des légendes. Tandis que les Anglo-Saxons du 10e siècle, en pleine période de transition culturelle et politique, les effaçaient de leur compte. L'avènement de l'ère numérique fait certainement en sorte qu'on veut libérer les œuvres et les rendre maximalement accessibles. Dans l'économie de l'attention, c'est le contenu qui compte, pas son créateur. Mais prenons quand même un pas de recul. Si on se lance maintenant dans un paradigme post-créateur, assurons-nous qu'on n'ira pas jusqu'à effacer le créateur. Dans notre prochain épisode, on se demande qu'est-ce qui arrive quand la technologie continue à évoluer au point où la notion même d'auteur risque de perdre son sens? Est-ce que, tout comme Gutenberg a donné naissance au droit d'auteur, l'intelligence artificielle va signaler sa fin? Et quel est le rôle des gouvernements devant le progrès inarrêtable de la technologie? On se donne rendez-vous au prochain épisode.
À la recherche et à la scénarisation, Farnel Morisset et Martin Landry. Au montage et mixage sonore, Studio Expression. À l'animation, moi-même, Farnel Morisset. Chanson thème interprétée par Élie Sapi. Une production et une réalisation de Denis Martel. Ce balado est rendu possible grâce à Copybec avec l'appui du gouvernement du Canada.